On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Yvan Lafontaine, artiste peintre, a fait don de plusieurs de ses œuvres à l'unité de psychiatrie et au CHSLD Gertrude Lafrance. Mais d'abord, elle est impliquée auprès des amis de Trinity et elle vient de recevoir le coup de chapeau du Fonds Claude Raymond. Vous savez, à chaque année, le Fonds Claude Raymond à Saint-Jean-sur-Richelieu décerne différentes reconnaissances à des gens de la communauté. Oui, principalement des jeunes dans le monde du sport, mais aussi dans le monde des arts et de la culture aujourd'hui. On a même intronisé aussi Aurélie Rivard et dans une autre émission, on a reçu là, tout récemment Claude Raymond. Mais il y a eu également un coup de chapeau qui a été attribué à une personnalité locale. Il s'agit de Mme Sheila Thompson Crawford qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Et bonjour. Félicitations. Bon, merci. Comment avez-vous vu venir cette reconnaissance-là du Fonds Claude Raymond? Avez-vous été étonné que le Fonds Claude Raymond vous contacte? Exactement. Quand j'ai reçu l'appel à ce message, il faudrait que je le rappelle, c'était M. Patnaud qui m'a annoncé ça. J'étais vraiment étonnée. Je ne reviendrai pas. J'attendais pas. Je n'étais pas même certaine. Je connais la Fondation Claude Raymond. Je l'associais avec le sport. Je ne savais pas comment je m'insère dans cette situation-là. Mais finalement, quand j'ai rappelé, il m'a tout expliqué ça. Puis, il a aussi dit que c'est la ville, le service de culture, qui m'a recommandé. Donc, vos amis du service des loisirs et culture vous ont recommandé. Et c'est venu de là parce qu'on le disait d'ailleurs dans une autre émission, depuis à peu près 30 ans, le Fonds Claude Raymond décerne également des mentions à des gens qui sont issus de la culture, des arts et de la science. On associe beaucoup le Fonds Claude Raymond au sport à cause de Claude Raymond, mais il n'y a pas juste le sport et vous en êtes l'illustration. Bon, vous êtes dans la région depuis plusieurs années. On vous reconnaît entre autres pour votre implication dans l'enseignement, mais aussi dans votre implication plus récente avec les amis Trinity, les amis de Trinity avec la refonte du domaine du côté d'Iberville et toutes les activités qui s'y rattachent. Mais commençons par le début. Bon, premièrement, vous êtes native du Nouveau-Brunswick? Oui, mais je suis allée à McGill dans les années 60, puis j'ai tombé en amour avec Québec, puis avec un homme de Québec. C'est pour ça que je suis ici. Comme après, je suis mariée. Lui est engagé à la base militaire, puis je l'avais suivi ici. Bon, vous vous êtes impliqué dans l'enseignement, mais aussi vous avez passé plusieurs années associé à la base, à la garnison. Là. Oui, mais j'avais enseigné dans l'école de langue avant d'avoir les enfants. Puis plus tard, je suis été la directrice du Centre de soutien de famille militaire, qui était une très belle expérience pour moi parce que la famille, c'est une de mes valeurs très haut sur la liste des valeurs. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est issu du Nouveau-Brunswick décide de venir faire ses études à Montréal, à McGill? Oh, mais c'est Montréal! C'était attirant pour vous, ça? Oui, très attirant. J'avais le choix entre Dalhousie à Halifax, où ma sœur est déjà allée, comme ça, tu ne vas pas suivre la sœur, puis à Fredericton, qui était trop proche. Comme ça, c'est l'aventure. Vous aviez le goût de vous éloigner? Oui. Bon, et là, finalement, vous avez apprécié Montréal, vous avez apprécié McGill. Oui, puis j'adore toujours Montréal. C'est une très bonne idée de rester ici à Saint-Jean parce que c'est tranquille. On peut connaître beaucoup de monde, mais on peut aller visiter Montréal puis goûter à tous les trésors qu'on veut. Bon, au-delà de l'enseignement, dès les années 60, lorsque vous habitiez Montréal, vous aviez aussi, disons, une facilité ou une aisance avec le monde des arts. Vous étiez intrigué ou ça vous passionnait, ça, le monde des arts? Oui, mais depuis que j'étais jeune, mais pas les arts visuels, les musées, yes. Je suis allée au musée à Fredericton. Il y a un très beau petit musée, mais avec des rappels des Salvador Dali, les choses vraiment impressionnantes. Puis ma famille nous a amené visiter ce musée régulièrement. Puis pour la musique, j'ai joué le trombone puis le tuba dans les harmonies à l'école. Bon, parce que vous êtes issu du monde de l'enseignement, mais maintenant, vous détenez un bac en littérature anglaise, puis aussi en philosophie. Finalement, a posteriori, qu'est-ce que ça vous a donné, la philosophie?
Ah, la capacité d'argumenter. Ouais. Oui. Je me rappelais comment on était dans les années 60. On a fait beaucoup d'argumentation avec mon père, que le côté socialiste, le côté plus conservateur. Mais la philosophie, vraiment, c'est cet aspect-là que je trouve que ça m'a permis de pas de combat exactement, mais de bâtir l'argumentation efficacement. Oui. Bon. Qu'est-ce qui fait que vous êtes ensuite déménagé de Montréal à Saint-Jean-sur-Richelieu? Bien, je suis allée à Trinity College Dublin, puis en revenant, j'avais besoin d'un emploi. Ouais. Puis c'est un peu ça. Mais mon mari avait déjà été... Mon mari était bien connu à Saint-Jean, George Crawford. Il était associé toujours avec la base militaire, mais il est aussi historien local, puis de la marguerite de l'église Saint-James. Comme ça, on a connu beaucoup de personnes localement mais à part de... Non, à travers ce genre de situation. Mais c'était mon premier emploi dans l'école de langue, puis j'aurais toujours voulu enseigner la littérature, mais à Québec, dans les écoles secondaires, il n'y avait pas besoin de littérature anglaise. Mais là, après l'école des langues, la garnison, s'occuper des familles militaires, vous avez aussi enseigné à la polyvalente Armand-Esco, vous avez enseigné également au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Toujours un enseignement en anglais, on comprend, évidemment. Comment ça s'est passé, ces expériences-là, pour vous, d'aller... Bon, le monde militaire, c'est une chose, mais quand on arrive dans une école très francophone, comme la polyvalente ou le cégep de Saint-Jean, comment s'est passée votre intégration, si on veut? Mais c'était un processus très lent pour maîtriser le français parce que j'avais toujours un pied dans le milieu anglophone parce que comme professeur de langue, il faut parler anglais. Puis j'étais coordinatrice de département, mais avec des professeurs qui enseignaient l'anglais. Comme ça, nos réunions même étaient en anglais. Mais dans cette rôle-là, il me faudrait impliquer dans toute l'organisation en français au cégep. Comme ça, graduellement, j'ai acquis le vocabulaire puis la capacité de m'exprimer puis d'écrire, qui est plus difficile en français. Mais il reste toujours un défi parce que maintenant, pour les amis de Trinity, j'écris des communiqués de presse, beaucoup de courriels, etc., toujours en français. Comme ça, j'ai toujours le dictionnaire à côté de moi puis la liste de vocabulaire. Est-ce que ça reste encore un défi aujourd'hui de parler, écrire en français? Est-ce que... Oui. Ouais? Oui, tous les jours. À tous les jours? Oui, mais j'écris tous les jours. Comme ça, j'ai beaucoup de pratique, mais ça reste toujours un défi. Je ne sais pas si c'est peut-être je suis pas... j'ai moins de capacité, de talent dans l'apprentissage des langues qui pourrait être très intéressant comme professeur de langue parce qu'on comprend les difficultés d'un étudiant. Mais en même temps, quand on fait le choix de s'en venir au Québec puis d'habiter une ville où majoritairement les gens sont francophones, bien, ça vient un peu avec, c'est-à-dire qu'on est confronté à tous les jours à parler français. Oui, mais c'était jamais une confrontation. C'était un défi personnel, par exemple. Mais mes enfants sont à l'école en français, puis il n'y a pas cette misère de tout. Vos enfants sont allés à l'école française? Oui. Alors que vous auriez très bien pu les envoyer à Saint-Jean High School? Oui. Mais vous ne l'avez pas fait? Oui, mais un de mon garçon, plus tard, est allé à Saint John's. Oui, mais c'est parce que je voulais qu'il n'ait pas cette défi plus tard dans la vie, mais que quand ils sont jeunes, ils pourraient faire le progrès. Puis justement, ils travaillent en français. Tous mes enfants travaillent et vivent en français, mais avec un petit côté anglophone. Évidemment. Bon, à quel moment a commencé votre implication avec les amis de Trinity? Bon, parce que là, il y a eu des travaux de restauration importants, mais il faut remonter dans le temps, là, où c'était en délabrement total. Puis il y a des gens comme vous qui militaient là, derrière tout ça pour qu'on rénove. Ça a commencé comment, votre implication avec Trinity? Oh, ça revient loin, même avant que la ville l'achète. La ville a acheté la propriété en
mais c'est Jean Rioux qui nous a approchés, mon mari et moi, pour voir si on voyait les possibilités de se joindre avec Art Action Actuelle, puis utiliser cette propriété pour les arts. Comme ça, c'est commencé à ce moment-là. Mais finalement, autour de 2004, il y avait une rencontre pour nous montrer une étude de faisabilité qui était faite par Odette Côté, qui était un professeur de design au Cégep, mais c'était un projet pour son maîtrise en architecture. Et elle nous a présenté le résultat de ses études, puis une maquette qu'elle a faite pour montrer des possibilités futures du site. Et c'est Dominique Richer qui l'avait encouragé à faire cette étape. Et ça, c'était vraiment le point de départ des Amis de Trinity parce que les gens qui étaient présents ont décidé de se rencontrer puis suivre le progrès. Et à un moment donné, la ville voulait le vendre à des individus. Ils voulaient prendre rue Bella puis le diviser en lots résidentiels, etc. Puis c'est à ce moment-là que Lucie, son façon, a commencé la pétition. Puis elle a réussi à ramasser plus que 600 pétitions qu'on a présentées à la ville en disant que les gens de Saint-Jean aimeraient voir que cette propriété reste dans la communauté. Quand vous regardez le résultat aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait? Quand vous passez, là, vous regardez ça, là? Je suis très, très fière puis très contente de voir tous les gens qui viennent là, puis regardent ça, puis c'est magnifique. Et je suis d'accord avec eux. Puis je suis fière de notre ville qui a finalement investi beaucoup. C'était plus que 5 millions de dollars pour faire cette restauration. Puis à l'extérieur, c'est vraiment authentique. À l'intérieur, c'était fait justement dans une manière d'évoquer le passé, mais d'aller vers le futur. Bon. Et d'ailleurs, vous nous avez amené ici le petit carton qui était en fait... puis je me permets de le lire. Là. Bon, on dit « Les Amis de Trinity d'Iberville, incorporé le 2 février 2005 ». Donc, c'est bien avant les travaux. Ça dit « Bon, je, Sheila Crawford, à titre de membre, appuie les Amis de Trinity d'Iberville dans la poursuite des objectifs suivants. Redonner à la collectivité l'accès à un site patrimonial unique au Québec, qui faisait partie de l'ensemble seigneurial de William Christie en 1841, s'assurer que l'Église, le presbytère, les dépendances et le site de Trinity soient mis en valeur à des fins communautaires, culturelles et historiques, et faire restaurer, préserver, valoriser ce site historique pour qu'il devienne un pôle d'animation de premier plan dans le secteur d'Iberville. » Vous avez réussi 3 sur 3? Oui, oui, Bravo! Oui. Oui. Ça a pris un peu de persistance à travers les années. On est allé à des rencontres avec le maire, avec le conseiller municipal, tout ça de rencontres. Puis nous avons organisé des événements pour attirer l'attention à ce projet chaque année parce que c'est facile que quelque chose, un projet comme ça tombe à rien parce que personne ne s'intéresse plus. Mais on a réussi à garder l'intérêt. Puis en 2007, c'est le ministère de la Culture nous a alloué à la ville, pas nous, 1,4 million parce qu'il trouvait que le site était remarquable. Puis il n'y a pas d'autre à Québec qui existe avec la maison, l'église, le cimetière. Tout l'ensemble complet. Bien, merci beaucoup. Félicitations à nouveau. Puis je pense que c'est intéressant que le Fonds Claude Raymond vous décerne ce coup de chapeau-là, parce qu'effectivement, c'est avec des personnes comme vous qu'on voit le résultat de ce qu'on a aujourd'hui. Il ne faut jamais l'oublier. Merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.
Il est un artiste peintre connu, bien connu dans la région pour plusieurs années, voire quelques décennies d'œuvres. Je ne veux pas le vieillir, mais c'est un artiste implanté. Et là, je trouvais ça intéressant parce que récemment, il a fait don de certaines de ses œuvres pour le CHSLD Gertrude Lafrance, probablement une de nos unités de soins qui en a drôlement besoin. Besoin d'amour et de couleur un peu dans ce lieu-là, un peu sombre. C'est Yvan Lafontaine. Bonjour et bienvenue. Ça te fait plaisir. Comment ce geste-là est-il arrivé? On t'a demandé, t'a proposé? Écoute, c'est comme un drôle de hasard. J'avais reçu de la Fondation de l'hôpital une sollicitation, comme bien du monde, pour des levées de fonds. Et quand j'ai lu le texte qui accompagnait la sollicitation, j'ai dit, s'ils ont besoin, c'est des œuvres d'art. Alors, j'ai carrément repris leur texte, mot par mot, puis j'ai reconstitué le texte en leur disant, bien, si vous avez besoin de quelque chose, venez chercher des œuvres. C'est ça que vos clients ont besoin. Ah oui. Mais tu l'as compris comme ça? Parce que souvent, oui, je l'ai compris. C'est la fameuse lettre qu'on reçoit là, de sollicitation avec l'enveloppe retour là, pour envoyer des sous. Oui, là. mais c'était le médecin en charge là, qui s'occupait, je ne me rappelle pas de son prénom, Tuot, je crois. Oui, Dr Tuot, Evelyne Tuot, je pense. Tuot. Ouais. Et quand j'ai lu le message, je l'ai mis de côté, je l'ai relu une couple de fois, j'ai dit non, c'est ce qu'ils ont besoin. C'était pour l'aide psychiatrique à l'époque. Ouais. J'ai écrit un mot en prenant le même vocabulaire qu'elle, puis j'ai retourné ça en disant, bien, je pense que si ça vous intéresse, vous venez faire un tour à l'atelier, vous connaissez votre clientèle, mais une œuvre d'art, là, ça fait vivre. Ouais. C'est le cœur d'un individu. Il pense à tout avec ça. Il pense à des choses passées. Il invente d'autres choses. Il se donne de la vie. Alors, elle m'a répondu assez rapidement par le biais de Julie. Oui, la directrice générale. La directrice générale. Puis, je leur ai suggéré de former un comité d'au moins 3 personnes qui travaillent en psychiatrie à l'hôpital. Ouais. Pour venir voir ce qu'il y a dans l'atelier, puis de faire une sélection de ce qu'ils ont besoin. C'est de même que c'est parti. Et qu'est-ce qui fait que, ultimement, les œuvres se sont dirigées vers Gertrude Lafrance? C'est un autre projet. Ah, il y a eu 2 projets? Oui. Le premier, c'est la Fondation de l'hôpital pour l'aide psychiatrique, qui est un projet sur 4 ans, en 4 étapes, qui était sur un projet sur 4 étapes. Et avec eux, on a fait cette première sélection-là. Et ils ont choisi des œuvres que j'aurais pas cru du tout. J'avais présélectionné un peu dans mon esprit des pièces que je pensais que les intéressaient davantage. Mais eux autres, ils connaissaient leur clientèle, et comment ils vivaient, puis tout ça. Alors, ils sont arrivés à l'atelier, 3 personnes, puis ils se sont mis à faire le tour, puis sélectionner ci, puis ça, puis ci, puis ça. Et entre-temps, moi, j'avais pris contact avec le médecin. Et puis, on s'était entendu qu'à chacune des étapes de la création de l'aile psychiatrique, il y aurait un don d'œuvre pour chacune des étapes. Parce que c'était sur des étages différents aussi, puis tout ça. Et c'est le même qu'on s'est entendu. Et là, au final, tu as donné combien d'œuvres aux 2 départements? Là? Bon, là, on a fait seulement pour l'hôpital, la première étape. Alors, eux autres, ils ont 4 œuvres qui sont installées, qui sont déjà fonctionnelles là-bas. Et qui, semble-t-il, je les ai pas vus, moi, monter là-bas. Là. Il semblerait que la clientèle apprécie, non seulement la clientèle, mais le personnel apprécie énormément ce travail. Là, j'ai appris après ça que ce ne serait pas un 4 étapes, ça va être un 3 étapes, parce qu'il y a un étage qui est complètement libre. Mais ça ne change pas le fond du problème. Là. On va faire la même contribution pour tout le projet. Alors, ça va faire peut-être une douzaine d'œuvres pour eux autres en tout. Là, ils en ont 4. Là, c'est une première... À la psychiatrie? À la psychiatrie qu'on parle. Pour éventuellement aller jusqu'à 12? Oui. En psychiatrie? Oui, parce qu'on aurait encore... le projet était de 4 étapes. Puis moi, j'avais accordé comme 4 œuvres par étape. C'est mathématique, finalement. Oh, c'est très simple. Puis dans le cas de Gertrude Lafrance? Bon, c'est parce que Gertrude Lafrance relève de la Fondation aussi. Oui. Alors, ils ont comme 8 centres comme Gertrude Lafrance. Il y en a à Chambly, à Saint-Césaire, à Marieville, à Georges-Faneuf. Et c'est les gens de Gertrude Lafrance qui ont eu connaissance que la psychiatrique avait des œuvres. Alors, ils ont dit, nous, on en veut aussi. Ils ont levé la main. Et là, Julie m'a appelé, elle a dit... il t'en reste quelques-uns. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai dit, écoute, contacte-les.
qu'ils viennent me voir. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, ils sont venus me voir, ils sont arrivés, eux autres aussi, en délégation. Et on a regardé ça. Julie était là pour le premier rendez-vous, quand même. Les besoins ne sont pas les mêmes du tout. C'est pas la même clientèle, C'est évidemment. pas la même clientèle. Puis, comme tu l'as dit, Gertrude de la France, ça faisait dur longtemps. Oui, ça a besoin d'amour. Ça avait vraiment besoin de beaucoup d'amour depuis longtemps. Puis il en avait déjà donné pas mal, je trouve. Quand je suis retourné les premières fois après, là, je trouvais que ça avait déjà changé. Alors, ils ont fait, comme l'hôpital, un comité. Et là, on a sélectionné 6 œuvres pour faire un petit peu le passage entre la zone où sont les résidents et l'administration. Il y a un corridor qui mène aux chambres et tout ça. Alors, on a mis 3 pièces en avant, puis 3 autres dans le corridor pour que ça serve tout le monde, le personnel et la clientèle. Et c'est quoi la différence, ultimement, entre les œuvres données à la psychiatrie et celles du CHSLD? Le jour et la nuit. Gertrude de la France, ils ont choisi les œuvres sur papier, là. Là, on parle juste d'œuvres sur papier pour le moment, là. Des œuvres qui parlent beaucoup, beaucoup de la nature. Des paysages, par exemple, d'Argentine avec les glaciers, des choses comme ça, avec des interventions par-dessus. Alors qu'en psychiatrie, c'est complètement différent. C'est comme plus abstrait un peu. Et les gens, là, Gertrude de la France sont fous. Et tout de suite, quand ils ont vu les œuvres installées, là, c'était le party. Ouais. Donc, eux autres, ils ont installé ça là. Et quand je suis allé là, pour l'installation, superviser, les aider un peu, placer ça, il y avait toutes les grandes fenestrations en avant là, qui servent à... C'était vide, c'était lugubre, quasiment. Les salles de rencontre des gens, là, c'était pas le party, là. Moi, j'ai dit... Les beaux vitraux là-dedans, là, ça ne ferait pas votre affaire. Ils ont dit, bien là, on n'a pas de budget pour ça. Ouais. Sauf que moi, j'avais un problème de vitraux. Puis il faut que je fasse une parenthèse là-dessus. Là. Ouais. J'avais créé des vitraux il y a 36 ans à peu près, une commande pour le centre Saint-Eugène. Oh, bah oui, OK. Quand ils ont construit, là, c'était pour le mur arrière qui donnait... Ouais. Au sud. Qui aujourd'hui, c'est démoli. Qui était tout avec vitré à grandeur. Aujourd'hui, c'est démoli. Je reviens du Mexique une année, il avait tout jeté à terre. Plus de centre Saint-Eugène. On n'avait jamais entendu parler qu'il allait démolir. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les vitraux? Tu peux récupérer? Oui. J'ai fouillé. Ouais. Ça m'a pris 2 ans avant de trouver exactement où ils étaient. Et j'étais déjà content de savoir qu'ils existaient. Wow, ils les avaient gardés? Oui. Ils les avaient remisés, pas parfaitement, là, on s'entend, mais ils l'avaient récupéré, puis ils avaient stocké un sous-sol. Puis, et c'est ça que tu veux... C'est pas que je veux, ils sont faits, ils sont installés. Fait, hein, tout. C'est ça? C'est tout fait, ça, là. Alors, le principe, moi, j'avais fait appel à un comité culturel de la région ici, quand je suis revenu, pour dire, si vous avez des lieux publics, on va trouver une place où on va les installer. Parce que ça a été payé par la communauté. C'était une œuvre d'intégration à l'environnement, l'architecture. Ouais. Ça appartenait à la population. Ils en ont profité en masse, tant mieux. Mais là, il fallait aussi que ça soit récupéré et que ça serve à d'autres choses. Là. C'est ça, l'économie circulaire, dans le fond. Ouais. C'est là que ça vient. Là, évidemment, on s'est déjà vu quelques fois parce que, bon, tu as des projets au Mexique. Oui. Au-delà d'avoir du plaisir l'hiver au Mexique, tu as aussi des projets là-bas. Je donne beaucoup de bénévolat là-bas, des formations pour les jeunes, puis pour les jeunes artistes, tout ça. Puis là, tu prépares aussi une exposition pour septembre. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est la suite de celle que j'ai tenue chez la Loge, qui était des fonds marins surtout, là, avec une thématique plus abstraite un peu, là, de la découverte, qu'est-ce qui se passe quand on vit dans l'eau, tout ça. Là, j'ai introduit, je ne sais pas comment ça va s'appeler encore, j'ai quelqu'un qui écrit là-dessus. Là. C'est une exposition qui va parler des coraux dans le monde, avec des musées marins, comme par exemple
à Cancun. Il y a un musée de sculpture sous l'eau, puis il y en a un peu partout dans le monde, en Italie, il y en a partout. Cet apport-là d'une société qui n'existe plus, mais qui est vivante au fond de l'eau, par rapport à tous ceux qui font de la plongée pour aller voir ce qui se passe dans l'eau, puis qui découvrent des mondes différents. Dans les images, on va voir des vestiges marins, on va voir des fonds marins particuliers avec des fenêtres qui donnent sur d'autres choses, qui introduisent d'autres variables qui ne sont pas nécessairement sous-marins, mais avec des personnages. Tu veux présenter ça à quel endroit, à Saint-Jean? Est-ce que c'est déterminé? Bien, c'est pas signé encore, mais ce qui était convenu, là, ce serait à l'espace des jardins du Théâtre des Deux-Rives. OK. Ce serait, probablement quelque part cet automne. Mi-septembre, octobre. Donc, nouvelle exposition en septembre, probablement aux Deux-Rives, dans l'espace des jardins. Entre-temps, on ne vous le souhaite pas, mais si un jour vous devez aller en psychiatrie, bien, sachez que vous allez voir 4 et bientôt 12 œuvres d'Yvan Lafontaine. Et si vous allez au CHSLD, Gertrude Lafrance aussi, quelques œuvres et des vitraux récupérés du Centre communautaire Saint-Eugène. Et transformés. C'est une autre œuvre complète, là. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Et en plus, ils vont être éclairés de l'extérieur le soir. Ça va mettre un peu de vie. En tout cas, les gens adorent déjà. Yvan Lafontaine, merci beaucoup, puis bravo pour ce geste. Bien, ça me fait plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Le député et ministre Jean-François Roberge, député de Chambly, revient avec sa course du député. Ça va se tenir le 17 septembre dans le secteur de Carignan-Chambly, bien évidemment. Si vous êtes des bons coureurs et courseurs, vous pouvez bien sûr vous inscrire à cette activité. À demain. Bye-bye.